Nous sommes avec Raphaël, qui est le cofondateur de Inside, qu'on a connu auparavant sous Les Décorateurs. C'était ça, Raphaël? C'est ça, exactement, ouais. Bienvenue, Raphaël. Donc, une boîte que tu as montée il y a 1 an et 2 mois. C'est ça, exactement, ouais. On a fait nos Très 1 peu an. de temps. Et donc, succès. En tout cas, ça va très vite. Je vais te laisser prendre la parole. Donc, on est diffusé sur Clubhouse, on est diffusé sur Facebook et sur LinkedIn. Sur Facebook dans un groupe privé. Et les personnes qui veulent mettre des commentaires, donc vous êtes bienvenus pour mettre des commentaires, bien évidemment, Raphaël répondra à vos questions. Il faut que vous cliquiez sur le lien StreamYard sur LinkedIn et sur Facebook pour qu'on voit votre nom s'afficher à l'écran. Donc, cliquez sur le lien pour autoriser StreamYard à transférer vos coordonnées. Donc, Raphaël, vas-y, à toi de te présenter. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Samuel et Eudes. Donc, je m'appelle Raphaël Salimi, je suis cofondateur et CEO d'Inside. Chez Inside, on veut faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux parce qu'on pense que c'est essentiel. Et donc, on a créé un lieu dans lequel on met en relation des particuliers avec des architectes et des décorateurs d'intérieur. On est le premier studio digital sur cette thématique-là en France. On a réalisé en 1 an environ 1000 projets B2C, B2B. Donc, on fait aussi bien des intérieurs pour des particuliers pièce par pièce, des petits appartements, des plus grands. Et on fait aussi des bureaux pour les entreprises, des restaurants, des hôtels, etc. Voilà. C'est top, tu étais déjà… En fait, ce qui est impressionnant et ce que je voudrais qu'on souligne, tu as 25 ans ou 26 ans? J'ai 25 ans. 25 ans. Donc, Raphaël a 25 ans. Ce qui est fascinant, c'est que tu as fait ça juste après tes études, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, j'avais quand même fait quelques stages et jobs de pré-embauche. Donc, j'avais fait de la finance, principalement dans des cabinets, de l'audit et du M&A, de la transaction. Donc, en gros, on faisait fusionner des boîtes. Ce qui m'a permis quand même de voir beaucoup de business models très tôt. Donc, en fait, quand on se plonge dans les comptes, on comprend comment les business fonctionnent, quels sont les enjeux, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis après, j'ai été conseiller technique de Mounir Majoubi à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai bossé sur des thématiques aussi hyper variées. Ce qui m'a permis en fait d'avoir un scope d'intervention assez pluriel et donc du coup qui m'a beaucoup aidé pour lancer la boîte derrière, quoi. Et donc, purement, très concrètement, très rapidement après tes études, tu décides de dire je ne vais pas vers le salariat, je vais monter ma boîte. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Et tu montes ta boîte, Inside, vous l'avez montée donc avec Salomé, ton associé. Avec quel argent? Comment vous faites? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Notre auditoire, c'est plutôt des gens, des start-upers, des gens qui veulent monter des boîtes. Donc, on est là pour expliquer le mindset, comprendre à peu près ce qui motive les gens. Vas-y. Ok, non, c'est hyper intéressant effectivement au début. Donc nous, on avait lancé un petit peu les décorateurs en amont sur Instagram. On ne s'est pas lancé comme ça dans le vide directement. On avait lancé un MVP, Most Valuable Product, donc quelque chose qui faisait à peu près le taf. C'était pas très beau. C'est moi qui avais codé la plateforme, donc j'avais appris pendant le premier confinement à coder du HTML, CSS, JavaScript, mais vraiment la base. C'est-à-dire que le site était responsive, mais pas trop non plus. Donc en gros, version mobile était un peu pourrie. Mais globalement, ça tenait un peu la route. Et en fait, avec notre compte Instagram, sur lequel Salomé était hyper à l'aise parce qu'elle avait déjà créé un compte Instagram sur des sujets alimentaires, donc sur la food de manière générale, elle avait réussi à créer une communauté. Donc elle a dit, moi je vais refaire pareil. Toi, Raph, tu travailles le produit, on lance et on voit ce qui se passe. Et donc du coup, on avait un MVP qui tournait pas mal et on avait quand même déjà eu pas mal de commandes. Et donc on s'était dit, on touche quelque chose, on touche un peu quelque chose. Et donc lançons-nous et allons voir ce que ça peut donner, quoi. Sur un test, déjà, vous avez eu des commandes, en fait, avant même de lancer. En fait, non, on a lancé. Donc oui. On a créé le produit, on l'a lancé, on a dit voyons voir. On avait 4 décorateurs et on avait 100 abonnés sur Instagram et on s'est dit voyons voir ce que ça donne. Il n'y avait pas de ads, on ne savait même pas comment ça fonctionnait, on n'avait aucune idée de ce qu'était le gros hacking, on n'avait aucune idée de B2B, enfin on connaissait les systèmes B2B, B2C, mais aucune idée des enjeux liés au B2C, à la distribution, etc. Donc on était vraiment hyper candide. Donc on lance ça, ça marche un petit peu. Puis je me dis pourquoi pas. Je me dis j'ai rien à perdre, j'ai 25 ans, enfin j'avais 24 ans quand on a lancé Inside, j'avais 24 ans, j'ai eu 25 ans après. Et donc je me dis on n'a rien à perdre. Au pire, ça fonctionne pas très bien, mais on aura quand même appris pas mal de choses. Donc l'idée c'est la curiosité, je pense, qui a été un facteur déterminant. On s'est dit et si ça marchait quoi, et si ça se passait bien. Donc on a eu un peu ça, de l'optimisme du coup aussi.
Et puis, ouais, curiosité, optimisme, on s'est dit allons-y et voyons voir. Si on prend un mur, on prend un mur. C'est comme ça, il va rien se passer de grave, nos vies sont pas en danger. Donc voilà, moi je l'ai pas dit à mes parents pour être tout à fait honnête, parce que mes parents, vu que je bossais dans un cabinet de M&A, ils se sont dit ouais super, il va avoir une trop belle carrière. Et donc j'ai démissionné comme ça un peu du jour au lendemain. Et puis avec Salomé, on s'est lancé et très vite on a rejoint The Family. Et donc du coup, eux nous ont beaucoup orientés dès le début. Attends, tu vas vite, ouais. Donc pour Oui. les gens. Donc en fait, tu as quand même bossé un petit peu dans un cabinet, c'est-à-dire combien de temps Non, c'était un stage de fin d'études en fait. C'était un stage. Donc tu démissionnes, tu n'avais pas de Pôle emploi. Non, rien, exactement. Ouais, j'ai pas de Pôle emploi. Donc, Et Salomé et Salomé, elle n'avait pas de Pôle emploi non plus. Elle venait de finir son stage de fin d'études et elle attendait que je démissionne. Comment vous avez financé les décorateurs au début? Avec 0 €, vraiment. C'est-à-dire que on n'avait pas d'argent de côté. On n'avait vraiment pas d'argent, genre 0. C'est-à-dire Et que tes parents, tu peux pas leur dire. Mais non, parce que j'aurais pas dit que je démissionnais, donc je peux pas leur dire aidez-moi. Et de toute façon, je sais même pas s'ils m'auraient aidé. Ils m'auraient dit non, mais tu fais n'importe quoi. Tu passes de la finance à la politique, et après tu retournes en finance, et après tu vas faire de la décoration. Ça n'a pas de sens. Du coup, je pouvais pas leur dire. Et donc, du coup, on l'a lancé avec 0. C'est-à-dire que créer un compte Instagram, ça coûte 0. S'il y a eu peut-être 130 € de serveur pour héberger le site, quoi. Même pas 90 €. Et encore même pas, parce qu'au début, j'étais sur GitHub, et GitHub, on peut déployer un site gratuitement. Donc voilà, donc j'ai déployé sur GitHub mon site gratuitement, pas d'Instagram, pas de ads. Et en gros, tout l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait en gros pour des ads, où on faisait des essais, mais on les faisait n'importe comment. Donc finalement, on les jetait un peu dans le vide. Et voilà, quoi, on n'avait pas d'argent, quoi. On a vraiment, Insadi, ça a coûté 0 € à créer. Ouais. Donc, vous lancez ça, vous avez vite des commandes. Du coup, comment vous avez passé de bricolage, entre guillemets, à il va falloir scaler donc, The Family, tu as parlé de The Family tout à l'heure. Reviens un peu plus dans le détail. Vous avez candidaté pour aller à The Family? Dis-nous. C'est ça. En gros, ils ouvraient leur premier batch en ligne. Donc, un batch, c'est une sélection de startups qui préparent pendant un programme, un bootcamp, et après qu'ils émettent, qu'ils proposent à des investisseurs. Alors, soit on réussit à lever des fonds, soit on ne réussit pas. Mais en gros, ils nous préparent et ils nous conditionnent. Donc nous, vu qu'on était hyper candide et qu'on connaissait rien du tout à l'entrepreneuriat, ça nous a permis très rapidement d'acquérir des bases. Ils nous ont dirigés vers des groupes Medium sur lesquels il y a beaucoup de contenu écrit, des comptes Twitter d'entrepreneurs qu'on a pu lire, et puis on a pu aussi apprendre au fur et à mesure à ce moment-là. Et donc c'est là qu'on passe un petit peu du bricolage à des choses un peu plus sérieuses, toujours à moindre coût. Donc avec Salomé, on a tout appris à faire tout seul en fait. Donc voilà, on nous a dit il faut utiliser tel outil, boum, on y va, vidéo YouTube ou une formation Udemy à 9 $, boum, et c'est parti, on apprend à utiliser, quoi. Raphaël, ça va très vite, comme il dit Samuel. J'aimerais revenir sur quelques petites choses. Premièrement, c'est quoi ta conviction première qui te fait dire les gens ont besoin de se sentir bien chez eux? Parce que tu vas dans la décoration, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, donc, moi je repère un momentum par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'on se dit là, il y a un moment hyper important qui vient de se passer où les gens sont bloqués chez eux. C'est inédit. Premier confinement, puis second confinement. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'il y en aura un troisième en janvier ou en février. Voilà, on était un peu dans l'incertitude. Je me dis, ça se trouve, on va être confiné tous les 4 mois. Bon, je ne savais pas. Et je suis très nul en prédiction de grandes tendances. Donc je me suis dit, bon, on verra. Donc je me dis, il y a le Covid. Donc les gens passent du temps chez eux. On généralise le télétravail. Donc il y a des sujets de flexibilité. Les gens vont voir leurs intérieurs comme ils les ont jamais vus auparavant. C'est-à-dire qu'avant, on voyait une salle à manger. Aujourd'hui, on voit un petit peu aussi un bureau potentiellement pour passer des calls. Donc, puis potentiellement, vu que les salles de sport ont fermé, explosion de l'achat de matériel pour faire du sport à la maison, potentiellement, les intérieurs vont se transformer en salle de sport. Donc, je me dis, en fait, l'intérieur est en train d'évoluer comme presque jamais auparavant, en tout cas jamais aussi rapidement. Et d'autres tendances. Il y a des tendances des réseaux sociaux où tout le monde veut partager son intérieur, etc. Il y a plein de tendances liées à l'intérieur. Et je me dis, personne ne traite le sujet, quoi. Enfin, personne en tout cas dans le conseil. Il y a les marques de retail qui ont fait des énormes shifts vers l'intérieur. H&M lance H&M Home, ils ouvrent des énormes magasins. Zara avait déjà Zara Home, mais pousse encore plus sur Zara Home, etc., etc. Donc je me dis, il y a la tendance vers l'intérieur et nous, il faut qu'on y aille. Donc c'est ça la conviction. Ok, hybridation de l'usage de la maison un petit peu, et puis tendance à améliorer son confort parce qu'on va passer plus de temps chez soi. Ok, donc première conviction. Tu as dit quelque chose tout à l'heure à Samuel, tu as dit on a gagné un peu d'argent en bricolant. Comment tu as fait pour encaisser tes premiers paiements
Première question. Et deuxième question, les premiers décorateurs que tu avais, c'était de l'entourage, des amis, ou tu es parti les chercher Est-ce que tu peux développer? Alors, comment on a encaissé avec Stripe? API bancaire, Ouais. donc Typeform Stripe, ça marche tout seul, quoi. Il y a beaucoup de sites no-code aujourd'hui qui vous permettent, avec aucune compétence technique, de créer des sites internet et de pouvoir encaisser les premiers clients. Alors, c'est pas forcément très beau, c'est pas forcément très facile d'utilisation, mais globalement, ça fait le taf. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pardon, la deuxième question, c'était quoi? Attends, là, ça veut dire que tu étais déjà structuré, tu avais déjà une entreprise, une société. Oui, on a ça, on allait sur Legal Start. Ok. Dépôt en ligne, ça coûte 130, 150 euros. Ouais, j'ai oublié ça, donc voilà, il y avait 150 euros complémentaires. Et dépôt en ligne sur Legal Start, quoi. Super, d'accord. La deuxième question, c'était tes premiers décorateurs. Est-ce que c'était des amis, des proches? Non, pas du tout. Ok. Donc, on a fait des écoles de commerce, on s'est rencontrés en école de commerce, donc on n'avait aucune connaissance, on connaissait aucun décorateur. Donc du coup, on allait sur Instagram, outil merveilleux, on tape décoration, il y a 50 comptes qui apparaissent. Avec nos premiers clients, on faisait des stories, s'il y a des décorateurs dans le coin, on vous recrute. Et on n'avait aucun critère de recrutement, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement qui étaient les bons décorateurs ou les mauvais décorateurs. C'est-à-dire que les premiers décorateurs, je dirais les 30 premiers qu'on a recrutés, il n'y en a plus aucun aujourd'hui chez nous. Ben voilà, c'est exact, t'es venu là où je voulais venir. C'est comment à ce moment-là, tu définis ton prix, parce que tu rentres dans un milieu que tu connais pas, c'est très dur. Moi, je le vois, je suis dans la réno aussi, avec des artisans qui savent pas chiffrer, au doigt mouillé. Même surface, même truc à faire. Un appartement, il est dans le 16e, un dans le 77. Il y a le double du prix, parce que c'est dans le 60. Il n'y a pas de grille tarifaire, il n'y a rien. Donc, du coup, toi, comment tu fais quand tu rentres là-dedans pour, convaincre les décorateurs de travailler pour toi, 2, leur imposer tes prix et la manière dont tu as envie de travailler, et 3, t'assurer qu'ils font bien leur travail. Ouais, alors le sujet du pricing, il est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 2 offres qu'on a créées un peu comme ça, quand on doit mouiller. Une à 65 euros pour 15 jours d'échange avec un décorateur, 65 euros. Et une autre à 95 euros, idem pour 15 jours d'échange. Donc, vous doutez bien que les décorateurs qui acceptent ce genre de tarif, c'est les très jeunes décorateurs qui viennent juste de débuter et qui n'ont pas de clients. Donc, clairement, pour accepter ça, nous, on leur a juste dit ça coûte tant. Et ils ont dit de toute façon, je fais rien dans ma journée parce que j'arrive pas à avoir des clients, donc c'est mieux que rien. Et 65 euros, vous préleviez combien, vous, là-dessus? 30%. Ouais. Donc, on se battait avec, pour des miettes. Non, mais chacun avait des miettes, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il se passait rien. Après, on s'est dit non, mais quand même, c'est pas assez cher parce que nos clients au téléphone, nous, on a toujours été très proches des clients. Je pense que c'est essentiel pour jauger ce qu'on fait parce qu'au final, on ne crée pas un produit comme ça. On parle à des clients, on résout un besoin. Le produit, c'est la finalité, quoi. Donc, je les appelais, ils étaient là, non, mais je suis hyper surpris, quoi. C'était vraiment pas cher. C'est-à-dire que les clients, pendant nos 4 premiers mois, c'était, mais je m'attendais à rien en achetant. Je m'attendais à rien. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, je me suis dit, je vais recevoir un mail peut-être. Et du coup, j'ai une prestation incroyable. Mais du coup, c'est pas assez cher. Donc, quand les clients te disent c'est pas assez cher, c'est qu'il y a un problème. Donc, on est passé de 65 à 95. On a changé entre 95 et 125. Et là, on est arrivé chez The Family. Ils nous ont dit mais les gars, c'est une blague ce que vous faites. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont dit c'est quoi le prix d'un décorateur normal? On a dit autour de 1500, 2000 euros. Ils font mais vous n'êtes même pas 10%. Enfin, vous êtes à peine 10%. Ça ne veut rien dire. Ouais. C'est-à-dire que même en digitalisant, ça ne veut rien dire. Et donc, du coup, on a transformé. Et aujourd'hui, notre panier moyen est à 390 euros. Et les clients sont hyper contents. C'est génial ce que tu dis, parce qu'en plus, j'allais te dire, Oussama, il a dû te dire, tu doubles ton prix à chaque fois et tu vas finir par trouver le bon prix. L'équilibre entre client qui rentre et le bon prix en le doublant systématiquement. Ah, mais il faut faire jusqu'à ce que ça craque. Nous, on arrive à un moment donné où ça a craqué. C'est-à-dire que les gens ont fait, c'est un peu trop cher. Voilà, c'est exactement. On a un peu réadapté. De toute façon, c'est itératif. Après, sinon, il y a une méthode qu'on m'avait donnée. C'était, tu appelles un client et tu dis quel serait le prix idéal et qu'est-ce qui serait trop cher. Et tu prends le prix le trop cher ou tu ajoutes un petit peu par rapport au prix idéal. Parce que le client va toujours un peu sous-pricer. Ouais. Ça peut être une méthode. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut essayer, quoi. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce mauvais réflexe en tant que start-up à se dire un peu le syndrome de l'imposteur. Non, mais exactement. Ça trop cher, imaginons, etc. Alors qu'en fait, ça a de la valeur, il faut faire payer, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, du coup, ces premiers décorateurs-là, quand on a droit à 15 jours d'échange avec eux,
Tu ne sais pas que les gens changent d'avis chaque jour et que ça va leur bouffer un temps fou au téléphone. Et à ce moment-là, tu adaptes aussi ton offre en termes de vous avez le droit à 2 modifications du projet ou 3 modifications ou des choses comme ça. Tu designs un petit peu ton offre un petit peu plus. Alors, c'est pas tant dans la restriction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais appel à Insighty, tu peux échanger en illimité avec ton décorateur. Mais en fait, on a fait en sorte de mettre un process de façon à ce que tout soit clair dès le début pour tout le monde et que le client, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, certifie et en gros valide des étapes de façon à ce qu'à la fin, il ne puisse pas dire « ça ne me plaît pas ». Donc, en fait, on a processisé l'expérience de façon à ce qu'il n'y ait pas mis l'échange à la fin et que ça se fasse de façon plutôt linéaire. Après, tu as quand même des clients à la fin qui vont dire « j'aimerais échanger la disposition et rien faire comme ça ». Et on le fait quand même. Mais dans l'idée, même pour eux, c'est qu'ils ne passent pas non plus un mois à parler avec un décorateur, à changer en permanence et être perdu à la fin de l'aventure. Sachant que nos décorateurs aussi, c'est leur job de dire là, non, ça ne faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée. D'accord. Donc, du coup, on reprend à peu près là où Samuel t'avait emmené. Tu arrives à The Family, tu apprends avec quelques formations, des comptes médiums, tu suis des gens sur Twitter, vous apprenez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors déjà, on prend 5 ans d'entrepreneuriat, je pense, d'expérience d'un coup, parce qu'il nous confronte à toutes nos réalités. C'est-à-dire que, par exemple, le prix en 2 semaines, en 1 semaine, il me dit c'est débile. Donc là, on fait OK, changer le prix. Donc bon, le prix, c'est fixé. Sur l'offre, il faut changer ça. La distribution, vous n'avez pas pensé à ça. Et en gros, d'un coup, tu te mets à penser comme un entrepreneur, entre guillemets, et tu commences à segmenter un peu toutes les parties de la boîte, les recrutements, le marketing, brand, acquisition, la tech, le produit, les clients, et en gros, tu commences à te mettre en place un peu un dashboard mental, je dirais entre guillemets, et tu vérifies chacun des points. Ce qui est au début une grosse masse de problèmes de comment je vais faire pour avoir des clients et comment mes clients vont apprécier mon produit, tu le subdivises en une quinzaine de différents petits problèmes et tu résous petit à petit tous les petits problèmes. Et en gros, c'est ce qu'ils nous ont appris à faire. Ouais. Alors, je vais dire quelque chose que tu dis pas comme ça, qui a l'air évident. Tu dis, donc j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense que ce qui a été cool et qui permet aussi d'avancer, c'est que tu étais, comment on dit, je sais pas, neutre. C'est-à-dire que tu n'avais pas des idées arrêtées et quand on te disait ton prix est au bas, tu es resté dessus. Ou on t'a pas dit, c'est-à-dire que tu t'es pas vexé, tu as dit OK. Pas un fixed mindset, un open mindset, comme dirait Carol Dweck. Ça, voilà. Merci, voilà. Et ça, c'est important. C'est la clé. T'as pas le choix en fait. C'est-à-dire que nous, on se fixe uniquement sur ce que la donnée nous donne. En fait, tu peux avoir 1 million d'a priori sur ton marché, 1 million d'idées, etc. Tout est challengeable. Et nous, si on nous dit visiblement votre prix pour telle raison, il n'est pas bon, nous, il n'y a aucun problème. Et même si aujourd'hui, tu viens de me voir et tu me dis ton produit, je pense qu'il manque ça, je peux t'assurer qu'on va les tester. C'est-à-dire qu'on est une startup et notre job, c'est d'être agile. Donc, si dès le début du projet, tu n'es pas agile, il y a beaucoup de chances pour que tu te trompes sur certains éléments. Et sur des éléments clés comme le produit ou la distribution ou le prix, Instagram ne ressemblait pas à Instagram d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les mecs, même en étant une billion-dollar compagnie, ils se sont renouvelés 1001 fois. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un TikTok. Alors, TikTok n'existait pas il y a 2 ans, tu vois, ou 3 ans. Donc, il faut sans cesse se remettre en question et c'est essentiel. Alors après, tu as des certitudes sur ton purpose, sur pourquoi tu existes. Nous, on veut que les gens soient heureux chez eux. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que ça rentre dans ce scope-là. Mais après, on peut faire énormément de choses. Ok, donc tu subdivises un petit peu chaque problème, vous les résolvez et comment ça évolue à ce moment-là? Vous gagnez déjà un peu plus de sous, vous en êtes où personnellement? Vous arrivez à vous payer? Tu l'annonces à tes parents? Comment ça se passe? Ouais, alors je mets quelques mois à leur annoncer, donc c'était un peu compliqué parce qu'ils me disaient au téléphone ça se passe bien, j'étais là ouais super, ton job se passe bien, moi j'étais dans la boîte et eux me parlaient de mon job, donc je les ai un peu maintenus sur le fait que j'avais encore Tu habitais où? Tes parents ils sont où? Mes parents sont à Bordeaux et moi j'habitais à Paris. D'accord, donc vous n'aviez pas de raison de vous voir, enfin c'était plus compliqué que si vous étiez dans la même ville, quoi. Ouais, ça aurait été impossible dans la même ville. Mais du coup, j'étais à Paris. Donc, je payais mon loyer avec le peu d'argent que j'avais économisé pendant mes stages. Et en fait, le moment où je leur ai annoncé, globalement, c'est quand j'étais un peu à sec, quoi. Je me suis dit là, ça va être compliqué. Nous, on ne s'est pas payé pendant... Enfin, on a vécu sans rien pendant 8 mois presque. Enfin, 7 mois. Donc, pendant 7 mois, je n'avais pas de salaire, ni Salomé. On avait 0 revenu issu d'Insighty.
Et tout l'argent qu'on générait, on le réinvestissait dans la boîte. On pouvait commencer à faire appel à un freelance à droite, à gauche, tu vois. C'est un peu ça l'objectif. Et donc, du coup, donc voilà, on traite un petit peu les problèmes un par un. On commence à avoir réglé un certain nombre d'éléments et ça, on a une très bonne traction. Donc, c'est-à-dire que ça déroule, on est hyper content. On fait à peu près 20 à 40% de croissance mensuelle. Oui, mensuelle, c'est ça, ouais. Donc, on commence à avoir un semblant de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une raison d'être. On a un marché qui est objectivement en train d'évoluer dans notre sens. On a un produit qui répond et sur lequel on a des super bons feedbacks. On a des KPI, donc là, c'est le moment pour aller lever des fonds, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Tout de suite. Donc là, il s'est écoulé combien de temps entre l'idée et… J'ai pas entendu. 4 mois. 4 et 5 mois, ouais. D'accord. Donc en 4 mois, vous êtes suffisamment solide pour que tu te dises, là, on va aller lever des fonds. Donc là, vous en parlez à The Family et tous les voyants sont ouverts pour aller lever des fonds et ils vous aident. Alors, les voyants ouverts, je sais, il n'y a pas vraiment ce serait super si tu veux avoir des super beaux voyants ou un algo dans lequel on met les infos et boum, boum, c'est parti. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est plutôt, est-ce qu'on le sent ? Pourquoi on lève des fonds ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Voilà, c'est un peu ça les objectifs. C'est où est-ce qu'on va. À l'époque, vous appelez toujours les décorateurs. Vous n'êtes pas mal. On s'appelle toujours les décorateurs. Voilà, ok. Donc c'est la levée de fonds qui va vous dire il faut changer de nom. Alors non, les investisseurs adoraient les décorateurs. Ouais. Et c'est nous qui nous sommes dit, on a envie de passer une image un peu plus premium et on a envie de pouvoir construire beaucoup plus, enfin être beaucoup plus libre dans notre construction de produits qu'avec un nom comme les décorateurs. C'est-à-dire que les décorateurs, ça fait de la déco. Insidey, ça peut tout faire sur les sujets de l'intérieur. Et en fait, vu qu'on avait lancé une diagonale B2B, on va aussi s'internationaliser, donc c'était une grosse problématique avec un nom comme les décorateurs. Il aurait fallu créer des interior designers pour le UK, etc. C'était un petit peu compliqué d'avoir plusieurs noms, en sachant qu'on base quand même beaucoup notre succès sur notre image de marque. Donc en fait, il fallait qu'on soit uniforme pour tous les pays, pour toutes les prestations, pour tous les services, liés au fait que les gens se sentent bien chez eux, évidemment, toujours par rapport à notre objectif premier. D'accord. Donc à ce moment-là, vous partez en roadshow. Ouais. Et comment ça se passe du coup? Vous décidez de lever combien? Comment? Et sachant que pour aller lever, si tu pars lever, ça prend du temps. C'est peut-être moins de temps aussi pour ta boîte. Comment vous gérez tout ça? Ouais, alors lever des fonds, c'est un job full-time. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire autre chose que ça. C'est pas je m'y mets la moitié de ma journée, mon autre moitié de journée, je fais autre chose. C'est pas possible en fait. Donc l'idée là, c'est qu'on s'est dit, moi, vu que je suis le CEO de la boîte, je me mets full time et je vais chercher de l'argent, je vais lever des fonds. C'est mon seul job. Faut se mettre une deadline évidemment, parce que sinon ça peut durer très longtemps et tuer le projet au final. Donc on s'est dit, on a 2 mois et on va lever 400 000 €. Encore une fois, excuse-moi de t'interrompre, tout va très vite pour toi parce que les gens ils te disent c'est 6 mois, 1 an pour aller chercher de l'argent et toi tu te dis 2 mois. C'est-à-dire que tu accélères le temps au sein des décorateurs. Tu te mets vraiment la barre haute. 6 mois, 1 an, moi, ça me paraît super long pour aller lever des fonds. Après, je sais pas, peut-être ça dépend des montants. Ouais, ça dépend des montants. C'est bien 6 mois. Nous, on est en train de lever des fonds. C'est bien 6 mois qu'il faut. Hein. Je suis désolé, le temps de faire ton deck, machin, etc. C'est pas en 2 mois que tu lèves. Enfin, si tu arrives à faire ça, chapeau, moi, je trouve. Mais bon. Ok. Non, mais en fait, je sais pas trop. Enfin, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, on n'a pas levé 60 millions, ni 20 millions, ni 15 millions. Je pense qu'effectivement, déjà, quand tu rentres en process avec des VC, nous, on a levé auprès de Business Angel, attention. C'est une typologie de levée de fonds qui va beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, ce sont des particuliers. Donc, en gros, une fois que tu as dealé, que c'est OK, que c'est établi, que ton tour est terminé, tu prends un avocat, tu fais rédiger tous les éléments de contrat. Oui, ça va très vite. Ouais. Ça va vite. Et après, eux, ils décaissent l'argent immédiatement. Une levée de fonds avec des VC, il y a un processus de due diligence qui prend 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, sur lequel ils vont aller checker tous les éléments. Donc là, effectivement, la levée… D'accord, mais comment tu les trouves, tes business angels? Tu dis, OK, je vais lever des fonds full time. Tu prends ton téléphone, comment tu fais? C'est ça? Alors, donc en fait… à notre auditoire. Ouais, évidemment, non, mais c'est une partie qui est hyper importante. En plus, c'est avec The Family et ce fameux batch d'entrepreneurs, l'idée, c'était qu'à la fin, ils nous confrontaient à des investisseurs. Encore une fois, le meilleur moyen de savoir si le produit marche, c'est de le confronter aux réalités de la vie, donc à la réalité des clients,
mais aussi des investisseurs et du marché. Parce que c'est eux au final qui vont dire effectivement ça vaut le coup ou effectivement ça vaut moins le coup. Donc en gros, ils nous présentent à des investisseurs. Donc là, j'ai une dizaine à l'issue on a un Demo Day. En fait, le Demo Day, c'est un jour où on présente notre entreprise face à des centaines d'investisseurs. Donc là, on se retrouve face à 500 investisseurs à pitcher nos boîtes, un par un. Et à l'issue de ça, on a des demandes d'intro et des calls. Donc moi, j'ai une quinzaine de VC qui me mettent, qui veulent une intro. Donc en gros, j'ai un programme pour parler avec des VC. Et après, j'ai également des business angels. Mais une grande partie de mes business angels, je les ai trouvés sur LinkedIn. Donc, pas par The Family. Si, alors, en grande partie, en fait, les business angels, c'est un peu des grappes. C'est-à-dire que tu vas prendre il y a un business angel qui va vouloir investir chez toi et après, il va te recommander à ses amis. Donc après, au final, tu vois, c'est un petit peu des grappes de personnes, c'est des groupes, des réseaux, entre guillemets. Et en fait, une fois que tu as une personne de ce réseau-là, tu es recommandé en interne et d'un investisseur, tu peux te retrouver avec 6 investisseurs, tu vois. Donc, je dirais que la première grappe, c'est peut-être The Family en bonne partie quand même. D'accord. Et après, tout le reste, c'était tout seul. Et encore, en vrai, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais je pense qu'on a 30% The Family, 70% LinkedIn. Sur la première grappe. Alors, tu es allé faire de la prospection sur LinkedIn? Ouais. En gros, j'avais enregistré une vidéo, pitch, sur laquelle je disais, qui était en anglais en plus. Ouais, je me rappelle très bien de cette vidéo. Voilà, et donc hello, my name is Raphaël Salimem, voilà. Et en gros, j'expliquais un peu notre truc, nos KPI. Je l'avais monté sur iMovie avec des slides de Canva et tout pour faire des animations. C'était marrant, mais ça faisait le taf, quoi. Non, c'était pas mal, ouais. Et donc du coup, je l'ai envoyé sur LinkedIn avec un message, hello, voici mes KPI, voici notre marché, voici ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes intéressé pour discuter déjà un peu sur le sujet? Comme ça y est, vas-y, Ouais, t'as pas oui. de temps à perdre, mais c'est bien. Non, c'est en gros, c'est hello, j'ai monté une boîte, on a des super KPI, voici les KPI, vous êtes business angel, vous avez déjà investi dans telle boîte, parlons. Donc ça marche pas tout le temps, il y en a plein qui disent pas le temps ou qui répondent pas, mais pour ceux qui peuvent être intéressés, après call et après ça va super vite. Hein. Mais ma première semaine, j'ai fait 0, quoi. J'ai pas trouvé d'investisseur la première semaine. D'accord. C'est pas immédiat non plus, quoi. Ça prend un peu de temps. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe à l'issue des 2 mois? Tu arrives à lever tes 400 000 euros? Ouais, c'est ça. Alors, avec BPI plus 14 business angels, on finalise le montant de la levée. D'accord. Et puis après, voilà, maintenant, il faut... Tu étais à l'aise avec l'idée de diluer, après je sais pas combien tu as dilué, mais voilà, de donner... ouais. De toute façon, tu avais besoin de cet argent pour continuer. C'est ça, et puis... c'était l'ancien CEO de Criteo qui disait dans son livre vaut mieux avoir une toute petite part d'un gros gâteau qu'une très grosse part d'un petit gâteau. Donc en gros, moi, c'était un peu ça l'objectif. C'est mon projet à date, si j'ai pas de fonds, je peux pas aller à la seconde étape. Je peux pas aller plus loin. Dans la structuration de l'équipe, dans la structuration du produit, dans l'approche du marché, je suis bloqué en fait. Et on va être bloqué. Ou sinon, on va y aller tout doucement. Donc moi, j'ai jamais eu de problème à me diluer et j'en aurai jamais. Je préfère vraiment avoir 1% d'une belle boîte que 90% d'une boîte pas top. Carrément. Donc tu lèves, super. Et à ce moment-là, vous passez à quelle taille? Tu recrutes qui? Comment ça se passe? Ouais, alors à ce moment-là, là, on décide de faire le rebranding. Là, vous étiez que 2 encore avant la levée. On est que 2. Tous les 2, Salomé et toi. Ok. Ouais, mais on va rester longtemps 2. Hein. Vous allez voir dans l'histoire, c'est très récent là, l'arrivée des premiers employés. Donc du coup, on rebrand. Donc grosse décision à prendre parce qu'il faut trouver un nouveau nom. Parce que les décorateurs, c'était quand même pas mal. Parce que c'était explicite. Tout le monde se disait, mais comment vous avez eu le nom de domaine alors que je l'ai acheté pour $1 sur GoDaddy. Je l'ai acheté sur 1 euro sur GoDaddy. Hein. Moi, je t'ai connu avec ce nom-là. Et pareil, ça m'a marqué. C'est-à-dire que c'est un nom, on ne l'oubliait pas. Mais je crois que tu étais venu, déjà tu avais discuté avec Samuel, du coup j'avais vu sur LinkedIn, je t'avais envoyé un message. Tu étais venu dans une room Clubhouse déjà. Ah ben voilà, c'est ça. Tu avais, je crois, 25 000 followers sur Instagram. Là je regarde, il y en a 64 900, quasiment 65 000 followers. T'imagines? Bravo Salomé. Moi. Ouais, c'est Salomé qui fait le... Ouais, gros travail de Salomé. Bravo Salomé. Et donc du coup... le nom, voilà, il y a vraiment, vous êtes attaché, mais à ce moment-là, c'est après la levée que vous changez de nom. Ouais, en gros, on se dit, tout ce qu'on est en train de faire là, parce qu'on est, encore une fois, on n'est pas une marque B2B. C'est-à-dire qu'une marque B2B qui rebrand,
Au pire, les sales, ils appellent, ils disent on est truc X, telle boîte, et je pense que c'est quand même plus facile. Nous, on est un marché consumer, donc nos clients, ils sont hyper dilués, on se bagarre pour avoir leur attention, donc changer de nom, c'est un énorme risque. Donc se dire qu'on va tout reprendre depuis zéro, c'est un énorme risque. Donc en fait, dès qu'on a le cash, on se dit qu'il faut qu'on se dépêche de changer de nom, de faire oublier les décorateurs et de passer à l'étape numéro 2 du plan, qui est d'avoir un nom qui rappelle quand même l'intérieur et qu'on va pouvoir exporter. Et un nom de domaine disponible. Et un nom de domaine pas trop cher. Ouais. Mais avec... Et pas trop cher. Ouais. Vous pensez déjà à l'international alors? Ouais, évidemment. Depuis le début, on a un modèle qui est assez facilement scalable parce qu'en fait, pendant la levée de fonds, j'ai 3 des VC avec qui j'ai parlé qui commandent notre produit. Donc en gros, qui disent « Ah, mais moi j'ai un problème avec mon intérieur, j'habite à Oslo, est-ce que c'est possible ?» Ouais, pas de problème. Moi je suis à Londres, ok, pas de problème. Moi je suis à Madrid, ok, pas de problème. Donc tu vois des produits à ce moment-là, enfin des projets à l'étranger. Et on commence à avoir des clients tu vois, en Allemagne. Alors, c'est souvent soit des francophones, soit des anglophones qui tentent un peu le coup sur Instagram genre, avec un petit MP. Donc, il n'y a aucune acquisition, aucun process qui est fait. Mais on a un peu de traction, donc on se dit pourquoi pas. Et puis aussi le fait d'avoir parlé à des VC dans d'autres pays qui disent votre truc là, si ça marche vraiment et si les clients sont vraiment contents et que vous avez une bonne traction, nous, ça peut nous intéresser. D'accord. Donc, d'un coup, on se dit ok, bon, s'il y a des VC à Londres qui sont intéressés, on ne va pas se fermer cette porte. Du coup, c'est un risque. Et on se dit, on repart de zéro, on refait tout. Donc là, on refait toute la brand, enfin tous les éléments de la brand en fait liés à la brand. Comment vous trouvez le nom? Ah, c'est une histoire marrante en plus. Parce que ça, c'est une prise de tête. Tous les jours, avec Salomé, on s'appelait à 19h jusqu'à 21h, quasiment, hein, de juin à mi-août, même plus, hein, même avant, quasiment mai à mi-août. On s'appelait quasiment tous les jours à 19h. Et brainstorming, non. Elle est à Paris, elle, ou non? Donc là, elle était encore à Dijon. Donc on a monté la boîte à distance et on a fait la levée de fonds à distance. Hein. C'est-à-dire que tout s'est fait sur Zoom. Donc on a rencontré personne, tout était à distance. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... moi, j'étais dans mon petit studio à Paris, Salomé chez elle à Dijon, les investisseurs aux 4 coins de la France et du monde. Et elle, ses parents étaient au courant qu'elle faisait ça? Ouais, bien sûr. D'accord. Elle avait... D'accord. Elle avait l'approbation. Donc du coup, voilà. Donc j'en étais où? Oui, j'en étais sur le nom. Comment vous l'avez trouvé? On a créé une macro qui va chercher sur GoDaddy voir si le nom de domaine est dispo, qui marche d'ailleurs moyen. Donc on double check à chaque fois. Mais bon, un processus qui est horrible, qui prend énormément de temps. On tourne en rond. Dès qu'on en trouve un, on l'envoie à quelqu'un chez The Family qui est un Américain Harvard graduate. Et en gros, ils nous ont dit, faites checker le nom auprès de ce mec-là, si vous voulez faire de l'international. Donc nous, on a des noms qui nous semblaient bien en français, on lui donne, il fait, mais non, pas du tout, parce que ça veut potentiellement dire ça, ou le nom est pas bon en anglais, ça marche pas du tout. Et après, on le partage aussi à nos proches. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et en fait, on se retrouve en vacances avec Salomé. Du coup, on a pris une semaine de vacances, vacances et travail en août, à Marseille. Avec des copains et il y avait les parents de ces copains-là. Et en gros, on se dit, il faut qu'on trouve le nom maintenant parce qu'il faut absolument qu'en septembre, tout soit lancé, quoi. Nouveau site, nouvelle DA et nouveau nom, quoi. Enfin, il faut vraiment que ça avance. Et du coup, il y avait Inside qui nous était un petit peu resté dans le coin de la tête parce que c'était un mélange entre Inside et ID, donc des idées pour l'intérieur. Et merci Teddy. Et donc du coup, on lance cette idée-là auprès des gens qui étaient autour de nous. Et en fait, on avait fait un petit tableau sur Excel. Pardon, j'ai Slack. On avait fait un petit tableau sur Excel avec les décorateurs, Inside et un autre nom au hasard. Et on disait quel nom vous préférez. Et on a eu beaucoup. Enfin, en gros, on a fait tourner l'ordinateur comme ça un peu aux 4 coins de la maison, etc. Et Inside, ça a bien marché. Les gens comprenaient, ça leur semblait OK. Et donc, on a fait OK. Le nom de domaine était pas trop cher. Et donc, du coup, on l'a acheté et c'est parti. À partir de là, on a cherché une DA. On avait 5-6 personnes, des directeurs artistiques, 5-6 personnes qui étaient potentiellement chauds pour bosser avec nous. On leur regardait les books, etc. Et on a lancé immédiatement. Et après, tout s'est fait hyper vite parce qu'en plus, à ce moment-là, on avait été contacté par Prisma Media. Prisma Media, c'est le groupe qui distribue Femme Actuelle, Gala, etc. Et ils voulaient qu'on crée une newsletter tous ensemble, en partenariat, sur laquelle eux faisaient la distribution, avec tout leur énorme réseau de presse, toutes les adresses email qu'ils avaient, etc.
et nous, on faisait le contenu. Et donc, du coup, c'était un partenariat génial pour nous en termes de visibilité. Mais il fallait le nouveau nom parce que tout le site et toute la newsletter allait être brandé Insidey. C'était uniquement brandé Insidey, même pas Femme Actuelle ni rien. Donc voilà, grosse opération qui devait se lancer mi-septembre et donc il fallait qu'on le délivre mi-septembre. Donc là, on est autour du 15 août. On vient d'avoir le nom et en un mois, il a fallu qu'on refasse toute l'ADA, tout le site, tout ça. Et ça s'est fait le truc avec Prisma? Ouais, ça s'est fait. Et malheureusement, l'OP s'est arrêté un mois et demi après. Donc, on n'a pas eu le temps de trop faire évoluer ça parce que Prisma Media s'est fait racheter par Vivendi. Ouais. Et en gros, le pôle qui faisait ça, ces newsletters sponsorisés, c'était le pôle Prisma Innovation. Et la business unit a été totalement shut down par Vivendi. Donc, en gros, les mecs avec qui ont bossé ont perdu leur job, quoi. Ah oui. Donc voilà, ça arrive dans le milieu de partie du jeu, quoi. Mais bon, on était hyper déçus parce que ça allait être c'était un gros truc. Et du coup, un peu faux espoir et beaucoup de boulot pour pas grand-chose finalement. Ouais, ceci dit, ça vous a accéléré le changement de nom, ça vous a mis le... Ah oui, mais de toute façon, on devait le faire pour septembre, quoi, parce que, encore une fois, toutes les ads qui tournaient, c'était les décorateurs et donc on perdait de l'awareness avec, par rapport au nouveau nom, quoi. Donc c'est vraiment un jeu de vitesse à ce moment-là, ouais. Ok, top. Eh ben, c'est trop passionnant, comme dit Teddy. Donc à ce moment-là, septembre, nouveau nom, etc. Vous êtes toujours deux, comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que tu processes le recrutement des comment on appelle ça, des décorateurs? Et du coup, vous allez en chercher à partir de septembre, vous allez en chercher à l'étranger également, et tu réponds au projet de Oslo, Madrid et Londres. Tu y arrives? Alors ça, on a répondu immédiatement. D'accord. Donc en gros, ça c'était plutôt au mois de mai. Et donc là, les mecs nous disent je veux faire mon projet. Donc, nous, hors de question de dire non, évidemment. Du coup, Salomé me dit attends, je crois que j'ai vu qu'il y avait une décoratrice chez nous qui parlait anglais parce qu'elle avait vu tous les CV, fait les entretiens. En fait, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui soit là-bas. Il suffit juste quelqu'un qui parle anglais et il fait ça à distance. Exactement. Le seul sujet, c'est la langue. Donc, Salomé check, on appelle la fille. Elle me dit pas de problème. Donc, on la met sur le projet. Enfin, on la met sur 2 projets en même temps. Et après, il y en avait un autre qui était à Madrid. Et donc là, pareil, espagnol, ça marche, ok, go. Et on l'a mis et voilà, super. D'accord. Juste pour que les auditeurs comprennent bien, dans le process, quand on fait appel à toi, qu'est-ce qu'on obtient? Des moodboards, on envoie des photos de chez nous, des cotes, et on obtient des moodboards. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors en fait, donc Insidey, ça te permet, pour reprendre juste le process très simplement, en gros, tu vas sur notre site internet. Tu décris ton projet, donc ta pièce, son métrage carré, tu mets des photos, non même pas, on te demande même pas au début de mettre des photos, tu dis juste ta pièce, ton métrage carré. Nous, en fonction de une pièce... Je mets là le site. Carré, ouais, super. En fonction de une pièce, un métrage carré, on te donne ton prix. Parce que nous, ça va nous donner le temps en gros que la personne va bosser dessus. Donc une cuisine, c'est beaucoup plus complexe qu'un salon, qu'une chambre. Une chambre, en général, c'est plus petit qu'un salon, etc. Donc tu donnes ça, nous, on price. Donc ce sera autour de 300 €. Pour ce prix-là, pour 300 €, tu vas avoir 15 jours d'échange illimité avec ton décorateur par SMS, téléphone, FaceTime, vidéo, ce que tu veux. Et à l'issue de ça, tu vas obtenir un moodboard, donc qui intervient en général 3 jours après le début de la commande pour un peu établir le global du projet, un peu l'ambiance. Ensuite, il va y avoir des plans 3D photoréalistes. Donc en gros, on va modéliser ton intérieur grâce à tes photos et tes plans. Et on va te mettre ton nouveau mobilier, tes matériaux, etc. Mobilier de seconde main aussi potentiellement. Et enfin, tu vas avoir une liste de shopping avec tous les matériaux, le mobilier et tous les éléments en fait, qui sont nécessaires pour refaire ton intérieur. Donc en fait, en 15 jours, tu vas obtenir un kit clé en main, pièce par pièce, pour avoir l'intérieur dont tu as toujours rêvé et qui est évidemment dans ton budget. Et donc avec du mobilier de neuf, de seconde main, et on fait même du mobilier sur mesure. Donc on va venir te modéliser. Donc c'est une option à 150 € supplémentaires, mais on te modélise et on te crée un meuble sur mesure pour ton intérieur pour faire un petit peu la différence si tu as le budget évidemment. Ok, merci. Merci pour les auditeurs. Donc ok, vous avez répondu du coup à ces projets-là puisque tu n'as pas besoin d'avoir de décorateur sur place. Donc je parle d'Oslo, Madrid et Londres. Septembre, vous êtes lancé. Donc là, tu as l'argent. Comment ça évolue? Donc là, on a l'argent. On a globalement la nouvelle DA. Et maintenant, il faut qu'on refasse beaucoup de travail de awareness parce qu'en gros, sur Instagram, on se fait un petit peu shutdown étant donné qu'on renomme le nom qui était les décorateurs en My Insidey. Je ne sais pas si Instagram le fait vraiment, mais nous, on l'a ressenti comme ça. Je pense qu'Instagram revérifie bien que tu n'as pas changé de thématique de page.
Donc, je pense qu'Instagram analyse que tu t'appelles pas bitcoin.com, par exemple, tu vois, et que l'audience soit bien toujours intéressée. Et donc, en fait, pendant un mois quasiment, on a galéré sur Instagram. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas pris d'abonnés. C'était super, super compliqué pour reprouver Instagram qu'on était bien toujours la même marque. Et puis, pareil, le SEO, tout est tombé. Donc, on a dû aller chercher tous nos backlinks, rechercher auprès de tous les organes de presse qui avaient publié des articles sur nous, de reprendre les backlinks, etc. Donc, en gros, il y a un bon mois, enfin 3 bonnes semaines de travail pour aller tout rechercher, Trustpilot pour le merger, Google, etc. Donc, c'est un peu d'ingénierie quand même pour remettre la boîte un peu sur pattes. Et ça, c'est vous qui le faites, hein, Ouais, Salomé. on fait tout à la mano. En gros, on prend point par point, Trustpilot, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc., etc. Et après, en fait, donc ça, c'était mi-septembre, c'était fini. Et octobre, on envoie les nouvelles campagnes de ads. On remet en place toute la DA. On éditorialise notre compte Instagram avec du contenu beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus cool. On revoit le site internet encore un petit peu dans la façon dont on présente les choses. On crée un média déco qui est encore qu'au début, mais ça va être assez cool ce qu'on va faire. Enfin, je pense que ça va être très sympa pour ceux qui ont des sujets déco en tout cas. Et voilà, et on met tout en place, toujours à deux, mais on commence à s'entourer avec des freelances. Donc en gros, on a 2-3 freelances avec qui on bosse sur différentes thématiques hyper précises. Donc ça, on continue en octobre, novembre, décembre. Donc voilà, on continue de capitaliser là-dessus, on cherche nos messages, on retravaille un peu tous les éléments. À partir de janvier, on recrute notre première stagiaire. Donc là, on passe à 3, ce qui est pas beaucoup. Et donc du coup, il y a des tâches hyper précises sur des sujets qu'on a fait 1001 fois avec Salomé et sur lesquels on a déjà la certitude que c'est essentiel, 1, et 2, c'est facile à reproduire par quelqu'un qui est bien formé. Et après, on recrute aussi une project manager parce qu'en fait, Salomé, en plus du compte Instagram, gère tous les projets. Donc les quasiment 1000 projets, c'est elle qui fait toutes les mises en relation, qui appelle les décoratrices, est-ce que tu es dispo, etc., qui fait les recrutements. Nous, on a un process de recrutement de décorateurs qui est hyper long et hyper complexe pour s'assurer en fait que les décorateurs soient vraiment de très bonne qualité. Donc, c'est des visios, études de CV, un exercice, un cas pratique, etc. Donc, c'est hyper compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et Salomé fait ça en plus des projets et en plus du compte Insta. Donc, en fait, on commence à être vraiment débordé. Donc, on se dit project manager. Ta stagiaire, tu la mets où? Dans nos bureaux. Dans le bureau où? Tu as un bureau? Ouais, alors ça, c'était en. Tu as sauté l'étape là. Ouais, effectivement, j'ai sauté l'étape du bureau. On a pris un bureau à partir de fin août, début septembre. Donc, c'est là où je suis à l'heure actuelle. Donc là, là, je suis dans la salle de réunion. Il y a une autre salle, un open space à côté. Donc, on a pris nos bureaux privés. On n'est pas dans un coworking ni quoi que ce soit parce qu'on est persuadé qu'en début d'aventure, quand on crée une boîte, c'est essentiel que les gens soient ensemble dans une même pièce. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui diront le contraire et qui ont fait des super boîtes en full remote, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Mais pour nous, en tout cas, pour la circulation des idées, pour la transmission de l'information, en fait, on est très souvent en train de brainstormer sur ce qu'on doit faire et les prochaines steps. Et donc, c'est essentiel qu'on soit là, hyper réactif. Et donc, voilà, ça nous semblait essentiel que tout le monde soit regroupé dans un même espace. Évidemment, avec des règles pour communiquer, pas que ce soit le bazar. Mais donc, on a pris un bureau immédiatement. Ouais. Et puis, ça a été aussi un formidable outil de com. Parce qu'en fait, c'est un bureau qui est très beau, qu'on a super bien meublé et décoré. Donc, on a fait un petit storytelling sur Instagram. Ça nous a permis de faire plein de jeux concours hyper cool où qu'on retourne dans les bureaux. On a sorti un jeu concours avec Bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'est une DNVB de linge de maison et qui ont 70 000 abonnés sur Instagram. On a sorti un jeu concours qui a hyper bien marché avec eux. Donc, voilà, ça nous sert aussi d'outil marketing en fait. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes également B2B ou pas? Alors, on commence le B2B sous le nom de Les Décorateurs Pro, justement parce qu'on emménage dans nos bureaux et on se dit, en fait, on pourrait le faire pour plein d'entreprises. Vu que nous, on a utilisé notre service pour décorer nos bureaux, on se dit, il y a des boîtes qui doivent avoir aussi besoin. Donc, je tourne une vidéo avec mon téléphone, je code un site internet pas ouf qui s'appelait, je pense qu'il existe encore d'ailleurs, j'avais fait la redirection, mais ça marche pas. lesdécorateurspro.com. C'est bon, ça redirige, ça marche. Et donc, du coup, on lance ça et on commence à avoir des clients aussi sur le B2B. Donc, on a des clients à Strasbourg. C'était pour une agence immobilière. Et on a quelques petits projets comme ça à droite, à gauche. Il y a Day Use aussi. Et ça devient sérieux en septembre quand on est contacté par Paris Society. Donc, il fait des énormes hôtels, restaurants partout en France. Et qui nous dit on a un lieu de 450 mètres carrés
Est-ce que ça vous dirait de le décorer potentiellement? On organise un Gourcuff, concours. c'est ça. Ouais. Comment? Gourcuff, Laurent Gourcuff. Ouais. Exactement, ouais, c'est Gourcuff, je crois. C'est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, ouais, effectivement. Et donc, du Exactement. coup, ils nous disent, bah, on organise un concours avec 3 cabinets. Est-ce que vous voulez être dans le concours? Donc là, nous, un concours d'archi, on n'en a jamais Voilà. fait. Et on se dit, bah oui, bien sûr, évidemment, pas de problème. On répond évidemment. Et donc, du coup, on gagne le concours. Donc, Ça s'appelle les archis. Attends. ouais. À ce moment-là, comment tu fais? Déjà, en interne, quel décorateur vous mettez sur le coup? Alors, voilà. donc on a une décoratrice qui s'appelle Manon et je me dis que potentiellement ça peut le faire. Donc elle avait déjà pris en main des projets assez gros. Donc on avait la compétence. C'est-à-dire que j'avais pas de doute sur la compétence. Juste nous en tant qu'Inside, on n'avait jamais managé un tel projet. Donc je me dis bon, tu as la compétence, on a les prestataires qui sont des prestataires qui ont fait, tu vois, qui font les magasins Isabelle Marant, qui ont fait des grands restaurants et tout. Donc on prend pas de risque dans la mauvaise exécution des travaux, par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'on capitalise sur l'expertise d'autrui. Nous, en gros, on communique bien, on pitche bien, on crée des méthodes un peu nouvelles pour gérer les projets. On a créé des dashboards, tu vois, qu'ils n'avaient jamais utilisés avant parce que les archis, c'est un peu parfois à l'ancienne. Donc, on a des super dashboards de suivi. On a créé un drive hyper bien foutu sur lequel ils naviguent et ils aiment bien se repérer, etc. Et donc, c'est un peu avec tout cet apport un peu de nouveauté qui se sont dit, OK, ça peut être intéressant et leur approche a l'air cool. Et encore une fois, on se basait sur des gens qui avaient déjà l'expérience, donc on ne prenait pas trop de risques, quoi. Ok, d'accord. Donc, vous gagnez le concours. Ouais, voilà, donc on finit à pitcher sur place avec une décoratrice. Enfin, c'est moi qui pitchais en plus le projet, alors j'avais vraiment jamais fait ça. Mais du coup, voilà, je pitch normalement. Franchement, on avait des bonnes idées. On avait une très bonne décoratrice. On avait des super prestats derrière. Donc, il n'y a pas de. Voilà. On l'avait jamais fait, mais pourquoi pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de risque que ça se passe mal. Et du coup, le projet est en cours. Là, on est en train de le finaliser. Il sortira de terre fin mai. Et ça s'est hyper bien passé, les clients sont ravis et on a fait un super beau projet, donc 450 mètres carrés dans le premier arrondissement de Paris, un espace événementiel qui s'appelle le 8 Valois. Et voilà, ça aurait été décoré par Inside. Génial, félicitations Raphaël. Bravo. En revanche, tu as donné une info que tu n'avais pas précisée avant. Tu as dit les prestataires, il n'y avait pas de risque, ils avaient fait de très beaux restos, etc. C'est-à-dire qu'en plus de réussir dans la déco, tu proposes les services de prestataires qui vont exécuter les travaux. Ouais, en gros, en fait, normalement, on le fait pas trop. Voilà. Mais sur des projets B2B comme ça, où on se dit c'est une super vitrine, c'est un très beau projet, on s'est dit faisons la prestation jusqu'au bout, étant donné que nous, nos décorateurs, quand ils sont hors Inside, c'est leur job. C'est juste avec Inside où c'est 100% digital. Donc on a fait pour Paris Society, pour Day Use aussi, on a fait les bureaux, on est vraiment allé jusqu'aux travaux. Et après, il y a plein de projets super cool sur lesquels on est en propal encore aujourd'hui, mais dans des boîtes des boîtes sympas, un peu connues, des startups sympas. Donc voilà. Super. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? 4. 4, d'accord, super. Ok. Et les choses évoluent, la croissance est toujours belle? Bah ouais, écoute, on continue de pousser un maximum, on atteint un peu les KPI target. Mais là, il va falloir qu'on pousse le deuxième étage, je dirais, du projet. Et donc voilà, c'est un peu encore confidentiel. On est encore en train de réfléchir un peu à tout ça, mais le produit va évoluer en tout cas pour pouvoir toucher un plus grand nombre et être peut-être un peu plus accessible pour voilà. On va élargir le cycle de vie client. Magnifique. Et j'ai une dernière question pour toi. Avec ton expérience, si tu devais donner 1 ou 2 tips aux entrepreneurs qui nous écoutent, et qui souhaitent se lancer, qu'est-ce que ce serait? J'aime pas trop ces questions parce que je sais pas, chacun. C'est une histoire. Je suis pas l'entrepreneur de l'année, quoi. J'ai 1 an et demi d'expérience, c'est pas grand chose. Moi, je pense qu'il faut rester curieux, il faut parler à un maximum de gens, il faut rester humble aussi. Parfois, reconnaître qu'on se trompe et on se trompe hyper souvent. Ouais. Un entrepreneur, ça prend des décisions avec à peine 20% de la data au final, donc il y a quand même beaucoup de chances de se tromper. Dans les grands groupes, ils sont à peu près à 80% de la data. Nous, on n'a pas de pôle market research, on n'a pas
1 million de personnes au marketing, à l'analyse data qui peuvent nous dire faire exactement ce produit comme ça et tout. Donc voilà, je pense qu'il faut rester humble et curieux et rester motivé aussi, je pense. Parce que ça demande de l'énergie. Exactement, merci. Il y a une question de Teddy. Est-ce que vous connaissez à peu près le taux de concrétisation des projets initiés par les clients sur le site internet? Ouais, alors je pense qu'on est autour de 80%. Nous, en fait, on appelle chaque client pour à la fois récolter leurs témoignages, leur demander s'ils ont acheté du mobilier, parce ça fait partie un peu de la deuxième partie du business plan, c'est-à-dire de proposer du mobilier sur notre site. Et donc, du coup, effectivement, on leur demande, et on a à peu près 80% de nos clients qui réalisent les projets, et les 20% sont soit en attente, ou soit dans le cadre, tu vois, parfois ils ont fait des propositions pour des appartements, ils n'ont pas eu les apparts auprès des agences immobilières ou des choses comme ça. Mais sinon, globalement, tout le monde réalise plus ou moins les travaux. Et après, c'est selon les états d'avancement. Il y en a qui réalisent à 100% à l'identique. Il y a des clients qui nous envoient des photos avant-après identiques. Et d'autres qui se disent, bon, ça m'a permis de réfléchir et finalement, je ne vais pas refaire exactement ce qu'on avait fait ensemble parce que je me rends compte que ce n'est pas ce qui me plaît ou on a changé de décision. Merci Raphaël. Ouais, c'est hyper inspirant, Raphaël. Merci pour ton temps. Franchement, c'est la fusée. Donc, on t'a vu il y a 6 mois sur Clubhouse. Maintenant, attends, il y a Teddy qui dit merci. C'est énorme, bravo. Ouais, effectivement, c'est inspirant, c'est frais, c'est jeune, c'est dynamique. Enfin, on a l'impression ça bombarde, quoi. Ouais, bon. Après, effectivement, quand on raconte l'histoire comme ça, on dirait que ça. En vrai, c'est plutôt comme ça. Mais on sait très bien, on est tous entrepreneurs, on sait très bien que c'est jamais tout. Voilà. C'est jamais tout rose, il y a toujours des problèmes. Et c'est du taf, quoi. Ça se fait pas comme ça. Mais ceci dit, c'est hyper inspirant, ça fait plaisir, c'est chouette de voir. Parce qu'il y a inspirant, c'est de voir avec quel tu n'as aucun frein. Et en fait, nous, on le voit dans notre métier, quand on recrute des gens, ah non, mais la vidéo, ça me va pas, c'est pas au bon. Toi, tu dis, faut faire une vidéo, je la fais, faut faire un truc, je fais. Tu n'as aucune idée préconçue sur rien. C'est pas que tu t'en fous, mais c'est que tu es prêt à tout tenter. Ok, il y a un contest avec Paris Society. Enfin, Paris Society, que les gens sachent, ils ont le rooftop aux terrasses du port à Marseille. Ils ont morflé avec le Covid. Je crois que l'hippodrome de Longchamp, c'est ça ou je sais pas quoi, non? Ils ont le Bambini, ils ont des trucs les plus gros. Ils ont morflé avec la Covid et ils se sont tapés. Bon, il y a Accor maintenant qui est actionnaire, mais ceci dit, c'est le plus gros opérateur de trucs de nuit en France. On me dit, faut Paris Society. Allez, je réponds à l'appel d'offres. Voilà, tu t'en fiches pas, mais bon, tu n'as aucune œillère et tu y vas. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est important, moi je pense, dans la version d'un entrepreneur. Il faut. C'est l'histoire de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Tu ne te poses pas de questions, tu y vas. Comme Elon Musk, tiens, je vais faire une fusée dont on récupère le lanceur. C'est possible? Non, on n'y arrivera jamais. Il y arrive. En fait, tant que. Tu vois, on aurait pu le rater le concours. Et il n'y a pas de problème à rater. En fait, tu te dis, peut-être qu'on va rater, peut-être que ça va marcher, on va tout faire pour que ça marche, mais si ça rate, ça rate. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime aussi cette idée je l'avais déjà dit à Jérémy, mais de demi-échec et demi-victoire. C'est-à-dire que, tu vois, ça que je te dis là, ouais, ça marche bien et tout, mais c'est des demi-victoires, c'est-à-dire qu'on n'y est pas du tout encore. Donc on est content, mais chez nous, c'est it's always day one. C'est-à-dire que rien n'est acquis du tout. On a encore beaucoup de trajets. Et pareil sur tout ce qu'on rate. Tout ce qu'on rate, finalement, je n'opère pas des gens, je risque pas de tuer qui que ce soit. Globalement, voilà quoi, les risques ils sont limités quoi. Paris Society, on perd. Tu vois, on en fera un autre, c'est pas grave. Bravo. Écoute, merci pour ton temps. Je coupe les réseaux. Alors, si vous voulez resuivre cette interview, elle sera sur YouTube dans quelques temps. Après, les replays sur les réseaux. À très vite. Merci beaucoup. Merci.